sœur leva son verre et dit: un toast aux Hernandez, sauf à Elena, la brebis galeuse de la famille qui n'a que de l'argent. Mes parents ont ri. Alors j'ai levé mon verre et j'ai dit: un toast à la brebis galeuse qui va arrêter de payer votre mariage. Aujourd'hui, la maison est calme. Le soleil de l'après-midi entre par la fenêtre, peignant un décor de sérénité que je n'aurais jamais cru possible. Je respire profondément, et l'air ne brûle plus ma poitrine. Mais il fut un temps, pas si lointain, où l'air de ma propre maison, ce ni censé être le mien, m'étouffait. Tout a commencé, ou peut-être atteint son apogée, cette fameuse nuit. Je m'appelle Elena, j'ai 35 ans, et aux yeux du monde extérieur, je suis une femme accomplie. Je dirige ma propre entreprise d'organisation d'événements, mariages et fêtes de 15 ans dignes de magazine. Je gagne bien ma vie. Je vis dans un bel appartement, dans un bon quartier de Mexico. Mais pour ma famille, les Hernandez, j'ai toujours été la brebis galeuse. Pourquoi? Parce qu'à leurs yeux, à 35 ans, je suis encore célibataire, sans enfant et entièrement dévouée à mon travail au lieu d'avoir trouvé un bon parti et fondé une vraie famille. Ce qu'ils ont commodément oublié ou font semblant d'oublier, c'est que cette brebis galeuse a été le pilier financier de la famille pendant des années. J'ai payé les études de Lucie, ma petite sœur, parce qu'elle avait du potentiel. J'ai versé la compte pour sa première voiture, parce qu'elle avait besoin d'indépendance. J'ai assumé les frais médicaux exorbitants de papa, quand nous n'avions pas une bonne mutuelle. Je me souviens de cette nuit terrible aux urgences, quand sa douleur à la poitrine nous a effrayés. C'est à moi et non à ma mère que l'employé de l'hôpital s'est adressé avec les formulaires et les questions sur le paiement. Même à ce moment de peur, c'est moi qu'on a identifié comme le soutien de la famille. J'ai aidé à rembourser des dettes que je n'ai jamais vraiment comprises, des cartes de crédit mystérieusement dépassées, des prêts que je ne découvrais qu'au moment de les sauver. Je n'ai jamais posé de questions sur les raisons de ces urgences financières. Ils étaient ma famille et la famille, ça s'entraide. C'était mon mantra. Je croyais en la famille avec une foi qui aujourd'hui me dérange. Je croyais que l'amour signifiait le sacrifice, que donner rapprochait les gens. Je pensais qu'un jour, ils verraient ma valeur au-delà de mon carnet de chèques. Je pensais que si je donnais assez, si je me sacrifiais suffisamment, ils finiraient par me reconnaître. Comme j'ai été naïve. Comme je me suis accrochée désespérément à ce besoin d'être appréciée, alors qu'à leurs yeux, je n'étais qu'un distributeur automatique sans plafond de retrait. Le dîner de fiançailles de Lucia et Miguel fut le décor parfait pour l'acte final de cette pièce familiale. La maison de mes parents était splendide. Maman avait passé des semaines à tout préparer, m'appelant presque tous les jours pour me demander des contributions financières. Elena, il faut louer des chaises spéciales, disait-elle. Ou encore. Elena, la famille de Miguel s'attend à du champagne de qualité, pas à de la camelote. Chaque appel se terminait par une notification de virement bancaire sur mon téléphone. Maman avait tout donné, obsédée par l'idée de rendre chaque détail parfait pour la famille de Miguel, une famille de bonne société, le genre de gens que mes parents avaient toujours rêvé de côtoyer, riches, traditionnels, avec de vieux noms et de l'argent ancien. Il y avait des fleurs partout, des lys et orchidées importées, que j'avais payées, arrangées par le fleuriste hors de prix que maman considérait comme le seul acceptable. Des bougies brillaient dans des chandeliers en cristal achetés spécialement pour l'occasion, avec ma carte de crédit. Et ce parfum inimitable de la paella spéciale de maman flottait dans l'air, la recette qu'elle avait apprise lors du cours de cuisine que je lui avais offert à Noël dernier, et qu'elle ne faisait que pour les grandes occasions. Les ingrédients, bien sûr, avaient été livrés plus tôt dans la journée, débités directement de mon compte. Les rires et les conversations remplissaient la salle à manger, créant une bulle de bonheur apparent, une façade parfaite qui m'avait coûté presque 3 mois de bénéfices de mon entreprise. Tout le monde était là. Papa, dans son costume tout neuf que j'avais payé, découpant le jambon comme le patriarche fier qu'il se croyait être, distribuant des tapes dans le dos et racontant de vieilles blagues. Maman, élégante, servant du vin avec un sourire forcé, laissant échapper des allusions sur la difficulté d'avoir tout organisé. Les oncles, les cousins, tous admirant la bague de fiançailles de Lucia, la félicitant chaleureusement. Et Lucia était radieuse, comme toujours.
Ma sœur la princesse de la famille avec son sourire parfait, ses cheveux impeccables, et Miguel à ses côtés, la regardant comme si elle était le soleil. Il parlait du mariage, des préparatifs, de la lune de miel et je savais que la plupart de ces choses sortiraient de ma poche. Ils avaient décidé de faire les choses en grand, le meilleur lieu, le traiteur le plus cher, le groupe à la mode. Et moi, la brebis galeuse, c'était moi qui réglais la note. J'étais assise dans un coin de la longue table, tentant de sourire, de hocher la tête, de répondre à des questions superficielles. Je ressentais cette douleur familière à l'estomac, cette sensation d'être physiquement présente, mais émotionnellement absente, comme une invitée payante dans l'histoire de ma propre famille. Chaque compliment à Lucia, chaque mention du mariage, était un rappel cruel de mon rôle secondaire, la sœur riche qui finance, mais qui ne participe pas à la vraie vie. La tension invisible pour Miguel et sa famille, mais palpable pour quiconque connaissait les Hernandez, flottait dans l'air. C'était comme si nous marchions tous sur des œufs souriants, sachant qu'à tout moment, quelque chose pouvait se briser. Et ce soir-là, cela s'est produit. Le moment du toast officiel est arrivé. Papa a raclé sa gorge, levé son verre et prononcé les mots attendus sur le bonheur et l'avenir. Puis ce fut au tour de Lucia. Elle se leva dans sa robe de soie que j'avais également payée et leva sa coupe avec ce sourire capable de séduire même le diable. La salle a mangé son bras dans un silence chargé d'attente. Puis elle prononça les mots qui brûlèrent mon âme comme de l'acide. À la santé de la famille Hernandez, à notre famille, au succès, à l'avenir, à l'amour, à la santé de tous. Elle fit une pause. Son regard croisa le mien, de l'autre côté de la table, et son sourire s'élargit, cruellement. Sauf pour Elena, bien sûr la brebis galeuse de la famille, celle qui n'a que de l'argent. Un silence tendu et bref s'installa. Puis vinrent les rires, ceux de mes parents. Un rire aigu et moqueur, qui résonnait comme du verre brisé en moi. Maman rit fort et secoua la tête. Papa émit un petit rire et donna une tape sur le bras de Lucia. Quelques oncles rirent nerveusement, sans saisir toute la cruauté, mais suivant le mouvement familial. Je me sentais comme si je me noyais. Ma poitrine se serra, comme si du fil barbelé s'enroulait autour de mes poumons. Les mots de Lucia n'étaient pas une plaisanterie. C'était une gifle publique validée par mes propres parents. À cet instant, quelque chose se brisa en moi. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était une rage glaciale, une lucidité brutale. J'ai vu toute mon histoire avec eux défiler devant mes yeux. Les sacrifices ignorés. Le mépris déguisé. L'exploitation constante. Celle qui n'a que de l'argent? Voilà comment ils me voyaient. Pas mes efforts. Pas ma réussite professionnelle. Pas mon soutien inconditionnel. Seulement, l'argent que je leur donnais. J'ai baissé ma coupe. Puis je l'ai levée à nouveau, lentement. Mes mains tremblaient légèrement, mais ma voix, quand je parlais, était étonnamment ferme. Claire. Elle fit taire tous les rires. Et j'ai dit, d'une voix qui résonna dans le silence total de la salle à manger. Je regardai directement Lucia. Puis mes parents, dont les sourires s'étaient figés. Un toast à la brebis galeuse. Je fis une pause. La tension était palpable. Je pouvais sentir la peur grandissante dans l'air, mêlée au parfum de la paella et des fleurs. Puis j'ai conclu mon toast avec un calme terrifiant. À la brebis galeuse, qui va arrêter de payer votre mariage. La réaction fut immédiate. Il n'y eut plus de rire. La salle plongea dans un silence de mort, rompu seulement par le bruit gênant d'une déglutition. Les visages de mes parents et de Lucia pâlirent. Leurs yeux s'écarquillèrent, d'abord de surprise, puis de colère. Miguel semblait totalement perdu. Personne ne dit un mot. L'atmosphère devint lourde, étouffante. La bulle de bonheur parfait des Hernandez avait explosé en 1000 morceaux. Je posai doucement la coupe sur la table. Je me levai. Tous les regards étaient tournés vers moi. Je pouvais sentir le poids d'une centaine d'yeux sur ma peau. La maison où j'avais grandi me semblait soudain étrangère. Chaque photo de famille accrochée au mur ressemblait à une accusation. « Excusez-moi, dis-je d'une voix toujours basse, mais ferme. Il semble que j'ai perdu l'appétit. » Je quittai la salle à manger, la maison, sans me retourner.
L'air froid de la nuit fut un soulagement sur mon visage en feu. Je montai dans ma voiture et roulai sans but pendant un moment. Les paroles de Lucia et les rires de mes parents se répétaient dans ma tête, comme un écho cruel et incessant. Ma poitrine était encore oppressée, mais sous la douleur, quelque chose de plus fort et de plus clair commençait à émerger. Ce n'était plus seulement de la douleur. C'était de la détermination. Je suis rentrée dans mon appartement et je me suis laissée tomber sur le canapé. Les photos encadrées au mur, photos de réunions familiales, d'anniversaires, de vacances, semblaient désormais se moquer de moi. Sur l'une d'elles, Lucia et moi étions bras dessus bras dessous, le jour de sa remise de diplôme. Toutes deux souriantes. Ce jour-là, j'étais si fière, convaincue d'avoir aidé ma sœur à accomplir quelque chose d'important. À présent, cette photo ressemblait à une preuve de ma dévotion aveugle envers une mythologie familiale que j'avais moi-même inventée dans ma tête. Les larmes vinrent chaudes et amères, coulant sur mon visage et trempant le col de ma blouse coûteuse. Encore un vêtement que j'avais acheté pour impressionner ma famille ce soir-là, comme si, d'une manière ou d'une autre, cela pouvait prouver que je n'étais pas la brebis galeuse qu'ils voyaient en moi. J'ai pleuré pour la petite fille qui avait toujours voulu l'approbation de ses parents. Pour la petite Elena, qui ramenait des bulletins parfaits à la maison, juste pour les voir être négligés, tandis que les réussites médiocres de Lucia étaient célébrées avec enthousiasme. J'ai pleuré pour la sœur qui croyait au lien du sang, qui défendait Lucia contre les brutes à l'école, puis payait ses dettes sans jamais poser de questions. J'ai pleuré pour la femme qui s'était laissée utiliser, qui avait mesuré sa valeur à ce qu'elle pouvait donner et à ce qu'elle pouvait endurer. J'ai pleuré pour l'humiliation. Pour l'injustice. Pour des années de sacrifices invisibles. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne me reste plus une seule larme. Jusqu'à ce que l'épuisement me vide complètement. Mais dans ce vide, quelque chose de nouveau a commencé à grandir. Une résolution froide et dure comme un diamant. Je n'allais plus être la brebis galeuse. Je n'allais plus être le porte-monnaie de la famille. Je n'allais plus me laisser piétiner. L'échec qu'il voyait en moi, c'était, en réalité, ma liberté. Mon argent qu'il méprisait quand il venait de moi, mais convoitait ardemment quand il allait vers eux, allait devenir mon outil. Le téléphone s'est mis à sonner. Des messages, des appels. J'ai ignoré la première vague. Mon portable a vibré toute la nuit sans arrêt, illuminant l'obscurité de la chambre toutes les quelques minutes. Au matin, j'avais 37 appels manqués de ma mère. 23 de Lucia. Et une douzaine de mon père. Le groupe WhatsApp de la famille, généralement endormi, sauf quand quelqu'un avait besoin d'argent, avait explosé de messages. La plupart m'étaient adressés. On questionnait ma santé mentale, ma loyauté, jusqu'à mon intégrité comme personne. Je savais ce qui allait suivre. Des tentatives de minimiser ce qui s'était passé. Des tentatives de me faire porter la faute. Des tentatives de me manipuler pour que je retire mes paroles et que je rouvre à nouveau mon portefeuille. Je parcourus les notifications sans ouvrir les messages, ne lisant que les aperçus, suffisants pour comprendre la stratégie. Elena, comment as-tu pu dire ça? Nous sommes tous choqués. Les parents de Miguel pensent maintenant que nous sommes une famille dysfonctionnelle, disait un message de maman. Quelle honte tu nous as fait subir. Un autre message, envoyé par elle à 3h04 du matin, probablement après avoir trop bu du vin cher que j'avais moi-même acheté pour ce dîner. C'était une blague, Elena. Tu as toujours été si dramatique, envoyé par Lucia, accompagné d'émojis qui lèvent les yeux, comme si j'étais irrationnelle de me sentir blessée. Il faut qu'on parle. Ton attitude était inacceptable. Celui-là venait de papa. Son message était complètement dépourvu d'autocritique, aucune reconnaissance que, peut-être, c'était leur comportement qui était enfin devenu inacceptable pour moi. J'ai supprimé tous les messages. Sans répondre. Je ne leur devais rien. Ni explication, ni excuse. La première chose que j'ai faite le lendemain, c'est appeler Sofia. Sofia est ma meilleure amie depuis la fac. Elle m'a toujours dit. Tu ne leur dois rien. Tu construis ta vie, pendant qu'ils vivent de la tienne. Sofia, avec sa voix calme mais ferme, a écouté toute mon histoire. Elle n'a montré aucune surprise. Ils ont fait ça, n'est-ce pas? Dit-elle. Je savais que,
Tôt ou tard, il franchirait la limite. Sa validation fut comme un baume. Elle m'a fait sentir que je n'étais pas folle, que ma réaction n'était pas exagérée. Et puis, elle m'a donné un premier conseil concret. Documente tout, Elena. Chaque virement, chaque message, chaque email où il te demande de l'argent. Tu dois tout avoir par écrit. J'ai passé les jours suivants plongés dans des relevés bancaires, d'anciens emails, des conversations WhatsApp. Ma table à manger disparut sous des piles de papiers imprimés, surlignés en fluo sur fond blanc. Chaque document représentait un moment où j'avais choisi le devoir familial au lieu de l'autopréservation. Ce fut un voyage douloureux dans le passé. Un registre de chaque fois où j'avais dit oui alors que j'aurais dû dire non. Chaque virement effectué sans poser de questions. Chaque explication floue que j'avais acceptée, parce que douter aurait semblé déloyal. Chaque transfert était une coupure. 20 000 pour les frais de scolarité de Lucia dans cette université privée où elle voulait absolument aller, alors qu'elle avait une bourse dans d'excellentes universités publiques. 45 000 pour l'acompte de sa voiture européenne, alors qu'un modèle national aurait largement suffi. 80 000 pour le traitement dentaire de papa, parce qu'il exigeait d'être soigné par le dentiste des célébrités de telenovela. 150 000 pour un voyage familial à Cancun, où j'avais une chambre à moi mais où j'avais payé l'hébergement, les repas et les activités pour tout le monde. Voir ces chiffres, ainsi, sans la manipulation émotionnelle qui accompagnait d'habitude les demandes, fut à la fois révélateur et déchirant. Voir toutes les sommes réunies était suffocant. Colonne après colonne de virements sortis de mon compte. Chacun décrit par une ligne bancaire rapide et clinique qui effaçait la culpabilité et l'obligation qui se cachaient derrière chaque acte. Virement pour eux, Hernandez. Paiement services hospitaliers. Dépôt. Agence de voyage. Les totaux au bas de chaque page devenaient de plus en plus alarmants, à mesure que je remontais les années dans mes relevés financiers. C'était une somme énorme. Une part significative de tout ce que j'avais accompli à force d'efforts pendant des années. Et ce fut pendant cette fouille de mon passé que je suis tombée sur quelque chose qui me glaça le sang. Je cherchais d'anciens emails de mes parents concernant les frais de scolarité quand je suis tombée sur un échange datant d'environ 10 ans, entre maman, papa et un avocat. Ils y parlaient du partage des biens de grand-mère Carmen. Ma grand-mère maternelle est décédée quand j'étais petite, et on m'avait toujours dit qu'elle n'avait presque rien laissé. Mais dans ces emails, il mentionnait une petite propriété dans une ville de Jalisco, ainsi qu'une somme d'argent que grand-mère avait laissée spécifiquement pour moi, pour mon avenir et mes études. Le montant n'était pas une fortune, mais à l'époque, quand j'étais au bord de la faillite à cause de l'université, cela aurait fait toute la différence. Les emails détaillaient comment papa et maman avaient rapidement vendu le bien immobilier et redirigé l'argent, prétextant des dettes urgentes et justifiant que j'étais trop jeune pour avoir à porter un tel fardeau. Ils avaient tout planifié pour que je ne découvre jamais la vérité. Ils avaient volé mon héritage. Cette découverte m'a anéanti. Il ne s'agissait plus seulement d'années d'exploitation financière, dans lesquelles ils m'extorquaient à coups de culpabilité, de devoirs et de gratitude manipulés. Ils m'avaient menti. Ils m'avaient volé quelque chose qui m'appartenait de droit. Quelque chose que ma grand-mère avait réservé avec amour, pas pour régler des factures de carte de crédit ou financer les échecs professionnels de papa. Je me suis souvenu de ce qu'ils avaient dit de grand-mère Carmen après sa mort. Elle a toujours été économe, disait maman avec ce sourire sarcastique. Elle a vécu simplement. Elle est morte simplement. Elle n'a laissé que des souvenirs. Et j'y avais cru. J'avais cru au souvenir de la petite cuisine parfumée au pain chaud, à ses mains patientes m'apprenant à broder, à cette dignité silencieuse qui ne collait pas avec le reste des Hernandez, si bruyants. Maintenant je comprenais pourquoi. Peut-être qu'elle voyait clair en eux. Et, dans son dernier geste, avait essayé de me donner un point de départ, une sécurité en dehors de leur contrôle. La colère que j'ai ressentie au début a laissé place à une détermination glaciale. J'ai imprimé ces emails. J'ai créé un dossier séparé intitulé « Héritage ». J'y ai ajouté des notes, des dates et des calculs sur ce qu'aurait rapporté cette somme si elle avait été correctement investie au cours de la décennie. Ce n'était plus une question de mariage. Ce n'était plus une question du toast cruel de Lucia. Ni des rires de mes parents. C'était un schéma de manipulation et de trahison qui avait duré toute une vie.
Les appels et messages de mes parents devinrent plus insistants. Et plus agressifs. Ils voulaient savoir si j'étais sérieuse à propos de l'annulation du mariage. Lucia m'a envoyé des audios en pleurs, disant que je détruisais son rêve. Papa m'a menacé d'un procès si je ne respectais pas nos accords. Maman est tombée malade à cause de moi. C'est alors que j'ai décidé que j'avais besoin d'aide professionnelle. Suivant les conseils de Sophia et la recommandation d'une collègue, j'ai contacté une avocate spécialisée en droit civil et familial, Maître Roberts. Je lui ai raconté mon histoire, le cœur serré. Je lui ai montré les documents que j'avais rassemblés. Je lui ai montré les emails sur l'héritage de ma grand-mère. Maître Roberts, une femme d'âge moyen au regard à la fois perçant et bienveillant, m'a écouté attentivement. Elle a confirmé ce que je redoutais. Vous avez un dossier, non seulement pour vous protéger face aux menaces liées au mariage, mais aussi pour réclamer votre part d'héritage volé et peut-être même une compensation pour des années d'enrichissement injuste, si nous pouvons prouver que votre soutien a été involontaire, produit d'une manipulation émotionnelle. Puis elle a dit. Elena, vous avez été victime de violences financières et émotionnelles pendant des années. Lever ce toast, ce soir-là, a été un acte de légitime défense. Ces mots m'ont donné une force immense. Je n'étais plus seule. À présent, j'avais une stratège à mes côtés. Suivant les recommandations de Maître Roberts, j'ai envoyé une lettre formelle à mes parents et à Lucia. J'ai passé des heures à la rédiger avec l'avocate, choisissant chaque mot avec soin. Nous avons opté pour un papier crème épais, à l'entête de mon entreprise. Un rappel subtil du succès professionnel qu'ils ont toujours minimisé. La lettre fut envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception. J'ai appris plus tard, par un cousin plus compréhensif, que la main de ma mère tremblait en signant, peut-être sentait-elle déjà que ce n'était pas une lettre ordinaire de la fille fiable. C'était une lettre froide et directe. Sans émotion. Sans supplication. Factuelle. Résolue. La voix ferme de quelqu'un qui se réveille après un long sort de manipulation. Dans la lettre, j'annonçais le retrait de mon soutien financier au mariage. Je détaillais l'historique complet de mes contributions, avec montant et dates exactes. Et je mentionnais, de manière subtile, que j'étais au courant de la situation concernant l'héritage de ma grand-mère et que je comptais consulter un avocat pour récupérer ce qui me revenait. Maître Roberts avait suggéré cette approche indirecte. Ne pas commencer par l'héritage, mais inclure le sujet en passant, comme un avertissement discret mais clair. La lettre n'était pas une menace. C'était une déclaration d'indépendance. Et de fait, l'envoi de cette lettre a déclenché un véritable séisme. La réaction de la famille Hernandez n'a pas été la négociation, ni la compréhension. Ce fut une fureur incontrôlable, une tempête de colère qui confirma tout ce que Maître Roberts m'avait déjà annoncé. Quand les gens sont habitués à vous contrôler, m'avait-elle dit lors de l'une de nos réunions, les yeux graves derrière ses lunettes élégantes. Ils réagissent avec une rage démesurée dès que ce contrôle est menacé. Préparez-vous. Malgré l'avertissement, l'intensité de leur réponse m'a choquée. Quelques heures à peine après avoir reçu la lettre, les attaques ont commencé. Des menaces par téléphone. Mon père a appelé plusieurs fois le numéro de mon entreprise, jusqu'à ce que mon assistante me demande si elle devait le bloquer. Tu ne sais pas ce que tu fais? Tu vas le regretter, Elena. La famille, c'est tout. Sans nous, tu n'es rien. Sa voix était rauque et traînante lors du seul appel que j'ai décroché, signe évident qu'il avait sans doute bu. Des messages remplis d'insultes ont envahi mon téléphone. Ma mère, habituellement si soucieuse des apparences, m'a envoyé des paragraphes de venin, remettant en question aussi bien ma santé mentale que ma moralité. Pas étonnant que tu sois seule, disait un message. Qui pourrait aimer quelqu'un d'aussi froide et ingrate? Lucia alternait entre pleurnicheries suppliantes et attaques cruelles, parfois dans le même message. Comment as-tu pu me faire ça? Était suivi juste après d'eux. Tu as toujours été jalouse de moi, de ce que j'ai et que tu n'auras jamais. Elena a perdu la tête. L'argent lui est monté à la tête. Elle veut détruire sa propre famille. Ça faisait mal. Chaque mensonge, chaque coup de poignard dans le dos, était du sel sur une plaie à vif. Certains membres de la famille que j'aimais ont commencé à s'éloigner.
Des amis communs ont changé d'attitude. Je sentais que ma réputation, construite à force de travail et de patience, était en train d'être détruite par ceux-là même qui auraient dû me défendre. Et puis est venu le deuxième coup dur. Celui qui a failli m'abattre. J'ai reçu un message de Laura. Laura, c'était ma cousine germaine, presque du même âge que moi. Nous avions toujours été proches. Confidentes lors des repas de famille, nous rions des folies des oncles, partagions le fardeau des attentes familiales. Je pensais vraiment qu'elle me comprendrait. Qu'elle serait de mon côté. Je lui ai expliqué brièvement ce qui se passait. Elle m'a répondu avec un message apparemment compatissant, demandant plus de détails. Naïvement, j'ai fait confiance. Je lui ai dit davantage. Je lui ai envoyé des captures d'écran des messages de mes parents. Je lui ai confié ma douleur. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel furieux de l'oncle Carlos, le père de Laura. Il m'a hurlé dessus, répétant les mensonges que mes parents avaient inventés et ajoutant ses propres insultes. Mais le pire, c'est quand il a mentionné des choses que je n'avais dites qu'à Laura. Mon cœur s'est brisé. Laura m'avait trahi. Elle avait transmis mes messages, mes confidences les plus vulnérables à ses parents, pour qu'ils les remettent aux miens ou s'en servent contre moi. C'était le second coup de couteau, mais cette fois, il venait de quelqu'un qui se faisait passer pour une alliée. Ce fut mon point le plus bas. Entre les menaces, la diffamation, la trahison de Laura et le poids d'années de souffrance, j'avais de nouveau l'impression de me noyer. Est-ce que tout ça valait vraiment la peine? Affronter mon propre sang? Je me suis enfermée chez moi. Je ne voulais voir personne. Les voix de ma famille, anciennes et récentes, résonnaient dans ma tête. Échec. Égoïste. Folle. Mais, au milieu de l'obscurité, je me suis souvenu de la voix de Maître Roberts. Je me suis souvenu de son indignation quand elle avait découvert le vol de mon héritage. Je me suis souvenu des rires de mes parents pendant les repas. Je me suis souvenu de pourquoi j'avais commencé tout cela. Pas par vengeance. Mais pour retrouver ma dignité, mon amour-propre, ma vie. Je n'allais pas les laisser gagner. Je me suis relevée. J'ai séché mes larmes. J'ai contacté Maître Roberts. Je lui ai parlé de Laura. Elle n'a pas été surprise. Dans ces situations, dit-elle, la loyauté familiale peut être aveugle et cruelle. Elle m'a conseillé la prochaine étape. C'était le moment d'un affrontement direct, avec des preuves et, si possible, des témoins non manipulables. L'opportunité est venue de façon inattendue. Ma grande-tante Carmen, une femme âgée et respectée dans la famille, a organisé un déjeuner. Elle ne m'a pas invitée formellement, mais m'a appelée en privé et m'a dit « Elena, je sais qu'il y a des tensions. Viens déjeuner. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Tes parents seront là aussi. » C'était peut-être un piège, mais aussi une opportunité. J'ai décidé d'y aller. Mais pas seule. J'ai demandé à Sofia de m'accompagner non comme intervenante active, mais comme présence discrète, une alliée silencieuse qui serait là, attentive. Et puis, sur les conseils de Maître Roberts, j'ai apporté une petite chemise contenant les preuves les plus solides. Principaux virements bancaires. Copie des emails concernant le testament de ma grand-mère. Quelques-uns des messages les plus blessants de mes parents et de Lucia. Le déjeuner chez tante Carmen. Ils étaient tous là, avec des sourires tendus. Ils me regardaient avec ressentiment. L'ambiance était étouffante, pleine de silence pesant et de conversations forcées sur des sujets insignifiants. Ma grande-tante, perspicace, tenta de calmer les tensions, mais l'hostilité était palpable. Après le repas, avec son autorité tranquille, elle déclara « Eh bien, maintenant que nous avons mangé, je crois qu'il est temps d'éclaircir les choses, non, Lucia ? Nous ne sommes pas ici pour nous disputer, mais pour comprendre. » Mes parents furent les premiers à parler. Ils répétèrent leur version des faits. Que j'étais ingrate, égoïste, déséquilibrée. Que je voulais ruiner le mariage de Lucia par pure méchanceté. Lucia ajouta des remarques larmoyantes sur la douleur d'avoir été trahie par sa propre sœur. C'était une attaque coordonnée, pleine de fausseté et d'auto-apitoiement. Je sentais la colère me monter à la gorge, mais je restais calme. Sofia,
assise à mes côtés, me serra doucement la main. Quand ils eurent fini, ma grande-tante me regarda. « Elena, qu'as-tu à dire là-dessus » Je pris une profonde inspiration. Je regardai mes parents, puis Lucia. Le nœud glacé dans mon ventre me donna du courage. J'avais apporté quelque chose avec moi, et je dis, en sortant la pochette de mon sac. Je ne suis pas venue pour me disputer, comme l'a dit tante Carmen, mais pour montrer la vérité. La vérité sur les raisons pour lesquelles je ne veux plus financer un autre mariage. Je commençai à parler d'une voix claire et ferme. Même si mon cœur battait fort contre mes côtes et que ma bouche était sèche, je racontais les années de soutien financier. Chaque mot venait de ce lieu profond où j'avais enfoui ma douleur, mon ressentiment, ma colère silencieuse d'avoir été utilisée et méprisée. Étonnamment, ma voix ne trembla pas lorsque j'exposai l'impact de cette exploitation. « Vous dites que je n'ai que de l'argent », dis-je en regardant Lucia, dont le maquillage parfait ne cachait plus les cernes, preuve de la tension des dernières semaines. Sa bague de fiançailles brillait à son doigt, un diamant de 3 carats. Je soupçonnais qu'elle calculait déjà comment la garder, même si le mariage n'avait plus lieu. Mais cet argent, c'est le fruit de mon travail. Mes matins tôt, mes nuits tardives, à bâtir une entreprise à partir de rien. Ce n'est ni un héritage, ni un mariage stratégique, juste du travail acharné. Et j'ai utilisé cet argent pour financer vos études. Je sortis des copies des virements bancaires et les posai sur la table. Le papier fit un bruit sec en touchant le bois poli. Des années de transactions, près d'un demi-million au total, rien que pour les études. Pour t'aider à acheter ta voiture, je sortis d'autres reçus couvrant des dépenses de dernière minute de votre père. Et d'autres documents. La famille de Miguel, présente à table, commença à paraître mal à l'aise. Certains membres de la famille regardaient, incrédules. Puis je lançai le coup le plus fort. Et quand je dis que c'était eux qui avaient détruit ma famille, ma voix se brisa légèrement à cause de la douleur, mais je restai ferme. Vous, maman et papa, vous m'avez volé. Vous m'avez volé mon héritage. Je montrai les copies des emails datant d'il y a 10 ans, concernant l'héritage de grand-mère Carmen. Je les tendis d'abord à ma grande-tante. Puis j'en proposai des copies aux autres membres de la famille présents. Grand-mère Carmen, dis-je en la regardant, voulait que cet argent me revienne pour mes études, mon avenir. Vous l'avez pris. Vous m'avez menti pendant 10 ans. Les visages de mes parents étaient un mélange de terreur et de rage. Ma mère balbutiait des dénégations. Mon père tentait d'arracher les papiers de la table. Lucia restait bouche bée. Et puis vint le moment décisif, celui que je n'attendais pas. Ma grande-tante Carmen, après avoir lu les emails, leva les yeux, remplie d'une tristesse et d'une déception profonde, et regarda ses neveux. « C'est vrai, dit-elle, d'une voix claire, calme, mais avec une autorité que personne ne pouvait ignorer. Je savais que Carmen voulait laisser quelque chose à Elena. J'ai posé la question il y a des années, et on m'a répondu que la situation avait été compliquée et que ce n'était pas possible. Je ne savais pas qu'ils avaient fait ça. Le témoignage d'une personne impartiale et respectée fut la validation ultime. La scène devint chaotique. Mes parents crièrent sur ma grande-tante et sur moi, niant tout malgré les preuves. Lucia se mit à pleurer de façon hystérique, m'accusant de tout détruire. Le masque de famille respectable des Hernandez s'effondra devant plusieurs témoins. Il n'y avait aucun remords dans leurs yeux, seulement de la colère, car leurs mensonges avaient été exposés. Je me levai. Je n'ai plus rien à dire. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Je regardai une dernière fois mes parents et Lucia. J'espère que tu trouveras un moyen de financer ton mariage, Lucia. Et à mes parents. Je suis prête à discuter de l'héritage de grand-mère Carmen avec mon avocate. Je quittai la maison de ma grande-tante avec Sofia à mes côtés. L'air de l'après-midi était frais, purifiant. Je tremblais. J'avais peur, mais je restais droite. J'avais dit ma vérité et montré mes preuves. Le moment de justice n'avait pas eu lieu au tribunal, mais dans une grande salle à manger tendue, face à la famille. Et cela suffisait. Les conséquences pour la famille Hernandez furent immédiates et douloureuses. Le mariage de Lucia fut annulé. La famille de Miguel, après avoir appris le scandale, rompit les fiançailles. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans la famille.
Certains prirent leur parti. D'autres s'éloignèrent simplement de mes parents. Leur réputation subit un coup considérable. Ils n'étaient plus cette famille parfaite et unie qu'ils prétendaient être. L'argent et le statut qu'ils valorisaient tant avaient vacillé. Ils durent vendre le petit bien immobilier qu'ils m'avaient volé pour commencer à rembourser leurs dettes et éviter des problèmes juridiques plus graves liés à l'héritage. Mon chemin n'a pas été facile après ça. Avancer après une rupture familiale aussi profonde n'est jamais simple. La famille Hernandez n'a pas disparu de ma vie du jour au lendemain, comme si l'on refermait la porte sur un mauvais cauchemar. Les liens de sang, l'histoire partagée, les souvenirs d'enfance, ces liens s'étirent et se tendent, mais se rompent rarement de façon nette. Ils essaient encore parfois de me contacter, avec des menaces voilées sur ce qu'ils pourraient dire à des amis communs ou des contacts professionnels. D'autres fois, ils jouent sur la culpabilité, déguisés en préoccupation pour mon bien-être. La tension de ton père a explosé à cause de tout ça, écrivait ma mère dans un email 3 semaines après la confrontation. Et si quelque chose lui arrive, j'espère que tu pourras vivre avec toi-même. Mon père, dont les soins médicaux avaient été financés par moi pendant des années, n'a apparemment eu aucun scrupule à utiliser sa santé contre moi une fois de plus. L'attitude de Lucia a changé avec le temps. La fureur initiale a laissé place à des tentatives de réconciliation calculées qui incluaient, inévitablement, des demandes d'argent. « Tu me manques, sœur », commençait un message, pour finir par « J'ai trouvé un petit endroit parfait, qui coûterait seulement la moitié de ce qu'on avait prévu avant. » La transparence de cette manipulation était presque risible si elle n'était pas si profondément triste. Mon avocate a commencé à envoyer des communications officielles, établissant des limites claires. J'ai dû apprendre à dire non sans culpabilité. Les attaques sur les réseaux sociaux ont diminué, surtout lorsque certains membres de la famille ont commencé à défendre ma version ou simplement demandé que les ragots cessent. Le processus de guérison a été long. La douleur de la trahison ne disparaît jamais complètement. Elle se transforme. J'ai dû faire le deuil de la famille idéalisée, celle qui n'a jamais vraiment existé. J'ai compris que les liens du sang ne garantissent ni l'amour, ni le respect, ni la loyauté. J'ai dû me pardonner de m'être laissé traiter ainsi pendant si longtemps. De n'avoir pas vu les signes, par amour, ou par besoin d'approbation. J'ai trouvé ma véritable famille ailleurs. Dans Sofia, dont l'amitié inébranlable fut mon ancre. Dans ma grande-tante Carmen, qui m'a prouvé que l'intégrité existe. Dans mes collègues et amis qui m'ont soutenu. J'ai bâti des relations fondées sur le respect mutuel, l'honnêteté, et le soutien inconditionnel, des choses que je n'ai jamais connues dans ma propre maison. J'ai appris la valeur inestimable des limites personnelles. Fixer des limites ne veut pas dire rejeter les gens. Cela veut dire se protéger. C'est un acte fondamental d'amour de soi. Récupérer une partie de l'héritage de ma grand-mère fut moins une question d'argent qu'une question de principe, la validation que j'avais bel et bien été volée. Ce fut une petite victoire juridique qui clôtura un chapitre. Aujourd'hui, 3 ans après ce fameux dîner, je vis en paix. Mon appartement a été entièrement redécoré. Toutes les traces de l'esthétique de la famille Hernandez ont été supprimées et remplacées par des couleurs et textures qui me rendent heureuse. Les photos de famille, autrefois exposées fièrement, sont maintenant rangées dans une boîte dans mon placard, non pas jetées, mais elles ne définissent plus mon espace. J'ai créé un sanctuaire qui reflète la femme que je suis devenue, et non la fille qu'on a tenté de façonner. Mon entreprise prospère au-delà de mes espérances. Sans le poids constant de financer le mode de vie de ma famille, j'ai pu réinvestir dans mon activité, élargir nos services et embaucher des personnes talentueuses qui partagent ma vision. Aujourd'hui, nous organisons des événements pour des clients internationaux. Et, l'année dernière, un magazine prestigieux a mis notre travail en couverture, un succès ignoré par la famille Hernandez, mais fêté avec du champagne et de la danse par ceux qui me valorisent vraiment. J'ai désormais des relations saines, des amitiés et des relations amoureuses basées sur le respect, pas sur l'obligation. Je suis même en couple avec un architecte gentil et accompli, qui voit en mon indépendance une force, et non un échec. Ayant lui-même connu une histoire familiale compliquée, il m'apprend ce que c'est d'être aimé pour ce que je suis et non pour ce que je peux donner. Il m'arrive encore de ressentir une pointe de tristesse pour ce qui aurait pu être. Mais cette tristesse est minuscule face à la liberté que j'ai conquise.
Je ne suis pas un échec. Je suis une survivante. Je suis résiliente. Je suis la maîtresse de ma vie et de ma dignité. L'histoire de la famille Hernandez est un avertissement. Un exemple de la façon dont la cupidité, le contrôle, et l'absence d'amour véritable peuvent détruire les liens qui devraient être inébranlables. Mon histoire est un rappel que, parfois, pour se trouver soi-même, il faut avoir le courage de s'éloigner de ceux qui nous coulent, peu importe qui ils sont. La vraie famille n'est pas toujours celle du sang. C'est celle que l'on choisit, qui nous respecte, qui nous aime pour ce que nous sommes, et non pour ce que nous avons ou faisons pour elle. Avec le recul, je ne regrette pas d'avoir levé ce verre ce soir-là. Ce fut l'acte qui m'a libérée. Le prix fut élevé, oui. Mais la liberté, elle n'a pas de prix. Commentaire Madame Reddit. Cette histoire me touche profondément, car elle parle de quelque chose que beaucoup de gens vivent. La douleur de se sentir trahi par ceux qui devraient être à nos côtés, et la lutte pour retrouver notre propre dignité et notre liberté. Parfois, la famille de sang n'est pas celle qui nous soutient, mais celle que l'on choisit de construire au fil du temps, avec respect, amour véritable et sincérité. J'espère que cette histoire vous inspirera à valoriser ceux qui méritent vraiment d'être à vos côtés, et surtout, à ne jamais abandonner vous-même, même lorsque tout semble difficile. Et vous, avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable? J'aimerais beaucoup lire vos témoignages dans les commentaires. Et voilà, c'est la fin d'une nouvelle histoire émouvante tirée de Reddit. Si elle vous a plu, laissez un like, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir encore plus d'histoires incroyables. Ne manquez pas la prochaine.